Je vous demande d'accueillir Dominique Perrol, député LRN de l'Allier. Dominique, venez nous rejoindre. Installez-vous à côté, vous êtes prête à répondre à toutes les questions. Je vais commencer les premières. Rapidement pour vous présenter, fiscaliste de formation, secrétaire de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, vice-présidente du groupe, d'ailleurs LREM, à l'Assemblée nationale, et je crois la plus jeune députée. Une des plus jeunes députées. Vous êtes originaire de l'Allier, on va commencer comme ça, le micro collé au menton. Quel lien avec l'Allier? C'est où d'abord l'Allier? Alors, c'est la question qu'il ne fallait pas poser. Oui, je sais, c'est fait exprès. C'est pas bien de poser cette question-là. Tout le monde devrait savoir où est l'Allier, où est Vichy. Alors, je suis née à Vichy et j'ai grandi à Vichy. Je ne suis pas une parachutée, même si ça a été des critiques lors de ma campagne, lors de la campagne des législatives, mais je suis née à Vichy. J'ai grandi très exactement à QC, qui est... pour les Parisiens, la banlieue vichysoise. J'ai fait ma première année de droit à Clermont-Ferrand et je suis ensuite partie... voilà, Quel lien avec le transport? Quel lien avec le transport? Alors, en fait, je vais vous raconter un peu ma vie, oui. Mais je pense que c'est important parce que je baigne pas dedans depuis que je suis toute petite. En revanche, des amis très proches à mes parents, le transport Thévenet, et je ne sais pas si Eric est là ou pas. En tout cas, ouais. Voilà. Donc c'est par ce biais-là, en tout cas, que je connais le monde des transports. Et c'est vrai que depuis que je suis élue, parce que dans l'Allier, c'est quand même un secteur économique extrêmement important, très présent, qui structure aussi notre territoire et qui fournit beaucoup d'emplois. C'est ça qui fait que forcément, j'ai dû m'y intéresser aussi de très près, très vite, depuis mon élection. Bon, on a des questions à vous poser sur la fiscalité. Hein. Vous êtes fiscaliste, et surtout l'Assemblée nationale, environnement et transport. On va commencer par la fiscalité. Est-ce que ça ne vous gêne pas, s'il vous plaît, Madame la députée, de me raconter, je n'y connais rien, donc de faire back to basic. J'ai eu 6 en histoire, mais je me suis rattrapé depuis, mais en fiscalité, je suis plutôt nul. Pourquoi? Il y a plusieurs rapports qui sont sortis récemment, en particulier le rapport Joël Giraud, qui dénonce le mécanisme fiscal de remboursement dont bénéficie le transport routier de marchandises. C'est bien, c'est pas bien? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, je pense qu'il ne faut peut-être pas commencer par, l'avantage fiscal. Par cette question, mais bien évidemment, on va y venir et je vais y venir très vite. Mais avant, j'aimerais commencer par la fiscalité environnementale de manière générale. Et ce matin, j'étais au MEDEF avec une dizaine de fédérations présentes pour parler du sujet des dépenses fiscales défavorables à l'environnement. Niches fiscales, je ne sais pas comment il faut les appeler, je sais que le terme fait débat, mais ce qu'on commençait par se dire, et pour arriver très vite sur la TICPE, c'est qu'en fait, on arrive à un moment, j'ai envie de dire, de l'histoire et de la France et de la politique française où l'environnement prend de plus en plus de place, on le voit bien, je ne vais pas vous refaire l'historique des derniers mois. Néanmoins, on considère comme une fiscalité environnementale, comme des fiscalités environnementales, de nombreuses taxes qui, au départ, n'étaient pas de la fiscalité environnementale. Si on prend l'exemple de la TICPE, elle n'a pas été imaginée, j'étais pas née quand elle a été créée, mais elle n'a pas du tout été imaginée comme une fiscalité environnementale. Elle a été imaginée comme une fiscalité, il faut l'assumer, de rendement, mais aussi pour venir financer les infrastructures, pour le coup, routières, etc. Et ensuite est venue... par-dessus ça, la contribution climat-énergie, qui est le vrai terme pour la taxe carbone, en tout cas le terme fiscal, économique, et ça, c'est la part environnementale de la TICPE. Enfin, la TICPE, finalement, est le véhicule qui vient transporter la contribution climat-énergie, et donc, en gros, sur les plus de 40 milliards de TICPE, la vraie partie environnementale, enfin, si je parle en termes scientifiques, en termes fiscaux, c'est 9 milliards la contribution climat-énergie. Donc rien que de ce point de vue-là, dans le débat public, et les politiques y participent largement, c'est très brouillon. Et donc aujourd'hui, on considère que l'ensemble de la TICPE, y compris contribution climat-énergie, c'est de la fiscalité environnementale, parce que ça s'applique parce qu'on considère qu'une fiscalité sur l'énergie, aujourd'hui, c'est une fiscalité environnementale. Maintenant, je reviens sur l'exonération ou ce qu'on appelle, encore une fois, des avantages fiscaux, des niches, tout ce que vous voulez. Là aussi, ils ont une histoire. Concernant la TICPE, les exonérations ou les déductions, les remboursements, c'est
permis aussi par une directive européenne qui permet ça. Et j'imagine, encore une fois, j'étais pas là, hein, je suis députée que depuis 2 ans et demi, mais il ne faut pas oublier l'historique. Il y a des choses qui ont été acquises par les différents secteurs économiques, par des négociations avec les différents gouvernements, parce qu'il y avait des sujets sociaux à un moment donné, ou d'autres batailles, et ils ont réussi à obtenir ces aides, finalement, ces accompagnements. Et aujourd'hui, on se retrouve à un moment donné où l'environnement est un sujet, encore une fois, majeur, et où on considère que de nombreuses exonérations de TICPE sont considérées comme des subventions publiques défavorables à l'environnement. C'est pas moi qui le dis, c'est des rapports de la Cour des comptes. Vous avez évoqué le rapport de Joël Giraud. Moi-même, j'ai coécrit un rapport avec Dominique Bureau où on explique que maintenant, on est dans une ère où il est nécessaire, parce que c'est une demande sociétale aussi, de sortir de ce type de dépenses fiscales. Maintenant, il y a des façons de le faire. Sortir de ce type de dépenses. Oui, parce qu'on on rabote pas. Alors, oui, c'est là où je vais être un peu plus précise, et je l'assume totalement. Moi, je l'ai écrit dans ce rapport avec Dominique Bureau. Moi, je pense qu'il faut qu'on sorte avec des trajectoires et des accompagnements. C'est-à-dire qu'on ne se fasse pas un GNR bis, article 19 de loi de finances l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, le gasoil non routier. Donc oui. En fait, c'est le secteur des travaux publics, du BTP, qui bénéficiait également d'un avantage fiscal sur le diesel et sur l'essence. Et on a mis, là pour le coup, du jour au lendemain, fin à cet avantage fiscal. Donc vous imaginez les conséquences en termes de charges et puis que ce secteur économique puisse faire face. Et donc c'est la démonstration de la façon dont il ne faut pas faire les choses, en fait. Il faut le faire en douceur. Il faut le faire, mais en douceur. Oui, il faut le faire en douceur, et je pense que chaque secteur économique est particulier. Le temps qu'il faudra pour les transporteurs routiers de marchandises de sortir, finalement qu'ils acceptent ou qu'ils puissent ne plus pouvoir bénéficier de cet avantage pour continuer à être compétitifs. On sait à quel point la compétition européenne dans ce secteur-là est importante. Pour les agriculteurs, hier j'ai vu la FNSEA pour parler de ce sujet-là. Les trajectoires ne seront pas les mêmes, les dispositifs d'accompagnement ne seront pas les mêmes. Et donc tout ça, on a besoin d'y réfléchir. Le problème, c'est que tout le monde dit il faut sortir des niches fiscales défavorables à l'environnement, et ça vous l'écoutez depuis un peu plus de 5 ans et encore plus aujourd'hui, sauf que personne ne se pose autour d'une table et réfléchit techniquement à savoir combien de temps il faut pour les agriculteurs, pour les transporteurs routiers de marchandises, pour l'industrie chimique, etc., etc., et quels outils d'accompagnement on a besoin. Donc c'est ce travail-là qu'il faut faire, parce que ça ne serait pas honnête de ma part de dire aux acteurs « continuons comme ça », parce que je crois que de toute façon, si ça n'arrive pas maintenant, ça arrivera demain. Donc autant que nous soyons préparés et qu'on travaille ensemble à sortir de ces avantages fiscaux. C'est ce travail-là qu'il faut faire, que vous allez faire bientôt, ou que vous avez commencé à faire? Pas pour le moment, en tout cas. Alors, c'est un travail qui a commencé à être fait, puisque le gasoil non routier, dans la loi de finances qui sera présentée demain, il y aura une sortie en 3 ans. Pour les transporteurs routiers de marchandises, alors je crois que je suis pas venue pour vous annoncer une grande nouvelle, puisque vous êtes déjà bien informés. Oui. Et c'est le résultat des négociations LOM. Je pense que le ministre, j'ai vu qu'il intervenait ce soir, je pense aura l'occasion de revenir sur le sujet, sur ces fameux 2 centimes qui vont être fléchés vers l'agence que vous connaissez tous, qui est censée financer les infrastructures. Je sais que vous ne faites pas confiance à l'État et à sa capacité à faire perdurer dans le temps, parce qu'il y a eu les 4 centimes d'il y a quelques années qui n'ont pas été finalement affectés à l'agence. Oui. Mais là, je vais vous donner mon point de vue parlementaire. C'est important de distinguer État et Parlement. Vous savez, nous, le Parlement, on n'aime pas tant que ça les taxes affectées, parce qu'une fois qu'elles sont affectées, on n'a plus tellement la main dessus. C'est-à-dire qu'en termes d'évaluation budgétaire,
C'est très compliqué. Donc vous regardez le terme, elles sont censées être affectées, sachant qu'elles iront dans le pot commun et elles ne sont pas affectées. Là, si. Encore une fois, dans le projet de loi de finances, et de toute façon c'est un engagement de la ministre Borne, et je pense que le ministre aura l'occasion de le redire en fin d'après-midi, là c'est un engagement, donc pour cette année c'est affecté. Mais vous, ce que vous souhaitez, c'est que ces 2 centimes dans la durée, ça perdure et qu'ils continuent à venir alimenter l'agence. Moi je ne peux pas vous garantir qu'une fois que la majorité En Marche ne sera plus au pouvoir, que d'autres décident que ce qu'il en soit autrement. D'où la nécessité, à mon avis, d'imaginer d'autres outils budgétaires, enfin de nouvelles outils budgétaires qui permettent de sécuriser cette affectation des taxes environnementales de manière générale, parce qu'on parle de la TICPE, mais il y a d'autres taxes environnementales. Il y a plein d'autres sujets. Je rappelle que le 07 67 91 49 49 est à votre disposition, toutes les questions possibles. Et moi, je vous conseillerais l'édito du dernier hebdomadaire à propos des 2 centimes et des calculs. Vous n'avez pas tout à fait quelquefois la même. Parlons d'autre chose. Transport propre. Qu'est-ce qu'on peut penser des transports propres? Comment est-ce qu'on peut aider l'innovation, à aider les entrepreneurs? Est-ce qu'il y a des choses qui se profilent? On a entendu il y a peu de temps Anne-Marie Hydrac. Est-ce qu'il y aura encore une fois une façon d'accompagner pour faire encore des véhicules plus propres? Juste une info, vous l'avez entendu tout à l'heure, un camion, nouvelle norme, pollue moins qu'une voiture d'il y a 10 ans, qu'une Twingo d'il y a 10 ans. Donc ils ont fait d'énormes efforts. Il y a des choses qui se profilent? Alors ça c'est pas à moi de vous donner la réponse, c'est plutôt au constructeur. Donnez-nous des scoops. C'est plutôt aux constructeurs avec lesquels il faut travailler. Ce que peut faire le politique, et ça participe de l'ensemble des réflexions de si demain il faut sortir des dépenses fiscales défavorables à l'environnement, il faut des dispositifs d'accompagnement. Mais c'est pas le tout de voter des suramortissements dans la loi pour pouvoir accompagner, et ça a été déjà fait, ça perdurera dans les années qui viennent, des suramortissements pour pouvoir investir dans des véhicules plus propres. Le problème, c'est que c'est très bien, hein, dans l'Allier, je ne sais pas encore une fois s'il y a des chefs d'entreprise représentant l'Allier dans la salle, mais on peut leur dire d'investir dans des véhicules et des flottes de véhicules GNV, encore faut-il avoir des bornes. Donc en fait, sur les véhicules plus propres, au-delà du véhicule en tant que tel, c'est l'infrastructure qu'il faut qu'on pense ensemble. Et le gros problème pour qu'on arrive, j'ai envie de dire, à passer à une nouvelle étape qui est de faire la vraie transition, c'est qu'on arrête d'avoir des interlocuteurs et des acteurs qui se regardent en chien de faïence. La collectivité, avec les gaziers, avec la région, et tout le monde attend que l'un et l'autre agissent pour finalement faire en sorte qu'on développe l'infrastructure. Mais qui peut réunir tout ce monde? Vous? Oui, les parlementaires, le politique, bien évidemment, le politique, bien évidemment, et en tout cas, moi, je me lance dans ces travaux-là, encore une fois, et avec votre délégué général, on en a souvent parlé ces 2 dernières années, mais si on ne fait pas ça, je crois qu'on pourra toujours attendre pour que finalement, encore une fois, on passe l'échelle et on ne soit pas uniquement à quelques véhicules qui soient propres en énergie, parce qu'on parle des véhicules électriques, on parle des véhicules qui utilisent du gaz naturel, il y a peut-être d'autres technologies à imaginer, mais là aussi, il faut qu'on réfléchisse à des incitations du point de vue de la création de filières. La semaine dernière, je recevais la FNTV à Paris à l'occasion d'une réunion. Et ce qu'il me disait, c'est que, voilà, Madame la députée, c'est pareil, on peut bien mettre en place tous les dispositifs fiscaux ou autres qui nous permettent d'aller investir dans des nouveaux véhicules, mais déjà, on est obligé d'acheter des véhicules étrangers, hein, parce qu'il y a quelques constructeurs chinois, quelques constructeurs européens, mais on aimerait bien qu'ils soient français. Vous parlez beaucoup d'infrastructure. C'est pas dans votre département, l'Allier, qu'il y a la route la plus accidentée. La RCEA. Voilà. Alors, bonjour. Je ne vote pas dans l'Allier, mais je pourrais. Alors, Madame la députée, c'est quoi cette route accidentogène? Vous êtes là à nous parler de la fiscalité et encore des accidents sur la RCEA. Bon, la question sortait directement hors du cadre. Autre chose. Ici, tout le monde le dit et le sait, mais peut-être qu'on ne le répète pas assez. Si vous l'avez, c'est qu'on vous l'a livré. Il est évident, quand on réfléchit un peu à l'évolution de l'économie et même à l'évolution des sociétés, que le transport routier est un chaînon indispensable. Comment est-ce qu'on peut faire pour valoriser un peu le métier? Il y a 50 000 emplois en déshérence.
On a besoin de au moins 50 000 conducteurs et le secteur routier engage énormément. Il y a des moyens pour vous de valoriser l'emploi dans le transport routier? Alors, c'est un vrai sujet. Déjà, j'aimerais dire un mot que je n'ai pas eu l'occasion de dire dès le début. Moi, pourquoi j'aime travailler avec la FNTR? J'aime travailler avec la FNTR parce que vous avez, alors, monsieur a parlé d'optimiste, mais c'est une fédération positive. C'est-à-dire que on n'est pas uniquement, quand vous venez me voir, en tout cas, c'est pas uniquement pour me dire ça ne va pas. Vous me le dites, mais vous me dites aussi, on a des solutions à vous apporter. Et c'est comme la Fédération des buralistes de France, avec qui j'aime beaucoup travailler, parce qu'ils viennent avec des solutions, des diversifications, et je crois que c'est comme ça qu'on avance. Cela étant dit, sur l'emploi, c'est un vrai sujet, et d'ailleurs j'ai été interpellée par la FNTR de l'Allier, parce qu'on a le groupement d'employeurs qui est inquiet justement avec la réforme de la formation professionnelle et l'OPCO qui se met en place. Donc j'ai pas de scoop là non plus à vous annoncer, mais en tout cas Muriel Pénicaud, je l'ai saisie, elle y travaille et on va essayer de trouver des solutions parce qu'on a besoin de former nos jeunes. Et puis au-delà de ça, il faut que le métier soit attractif. Le gros problème finalement du monde des transporteurs routiers de marchandises, c'est que vous avez une image et c'est celle que renvoient les médias, hein, et peut-être qu'on vous aide pas toujours non plus dans nos propos, mais c'est de gros pollueurs qui ne se transforment pas, etc. Alors que c'est exactement l'inverse. Alors qu'effectivement, et qu'il y a surtout des démarches très positives, encore une fois, qui sont mises en place, qu'aujourd'hui, vous êtes aussi, par le biais du fait que vous travaillez avec des grandes entreprises qui ont des normes RSE, responsabilité sociale et environnementale, donc de toute façon, vous êtes obligé de vous inscrire dans cette dynamique-là. Et c'est vrai que ce n'est pas connu du grand public. Encore une fois, ce que voient les gens, et je représente les Français, et donc je vous répète, et vous devez l'entendre aussi, mais c'est qu'on vous voit beaucoup sur les routes, on voit beaucoup de camions, et on écoute uniquement les Français parler des transporteurs routiers comme des gros pollueurs et qui dérangent et qui font du bruit, etc. Ils vous disent jamais, heureusement qu'on les a pour venir transporter quand même toutes les marchandises qu'on a et qu'on consomme et pour lesquelles on n'est encore pas vraiment prêt quand même à changer nos modes de consommation. Donc il y a une véritable image effectivement à changer. Je crois qu'elle commence un petit peu quand même à être modifiée du fait des innovations. On parle des véhicules autonomes. Je crois que les gens comprennent un petit peu aussi que vous êtes concernés, même si c'est pas demain, que vos véhicules se transforment également du point de vue... il y a des poids lourds électriques, hein, même si encore une fois, pour les recharger, il va falloir quand même, c'est l'équivalent de plus d'un immeuble quand même pour pouvoir recharger ces véhicules-là. Donc c'est en transformation. Je crois qu'il faut qu'on nous aide. C'est notre rôle de politique aussi, je crois, de diffuser une image qui est positive, de montrer que vous vous transformez. Effectivement, donner cet exemple que vous prenez, qu'un véhicule aujourd'hui d'un poids lourd qui pollue moins qu'une Twingo, et ça, je crois que c'est des choses qui parlent aux Français, et on ne le fait pas assez, et on ne leur explique pas assez, encore une fois, que vous êtes en transformation et que vous contribuez à la transition énergétique et écologique de manière générale à travers les actions que vous menez. Madame la députée, merci. On ne peut pas vous prendre plus de temps, mais merci d'avoir répondu très franchement à vos questions. Désolé qu'il n'y ait pas eu quelqu'un en face de vous comme interlocuteur. Désolé, pardon, pour ceux qui avaient posé des questions, mais le temps nous manque. Bonne journée à vous. Merci. Si demain il y a une campagne de promo, de dire les routiers sont sympas, vous pourriez... Je le fais, hein, vous inquiétez pas. Sur mon territoire, en tout cas, je ne bénéficie pas d'une grande aura nationale, mais en tout cas... Alors, attendez, vous êtes majeur, libre et vacciné, vous êtes filmé. Vous pourriez nous dire les routiers sont sympas? Non, les routiers sont sympas et sont engagés dans la transition énergétique. Je me souviens une petite anecdote, Alain Lassalle, les transports Lassalle aussi dans l'Allier, avoir fait une présentation sur la fiscalité écologique l'année dernière. Il était furieux parce que sur mon PowerPoint, j'avais mis des camions verts. Oh. Et alors il m'a dit non mais c'est pas possible ça Bénédicte parce que y a pas que les camions qui polluent et en plus nous on pollue de moins en moins. Et ça m'avait fait beaucoup rire parce que moi je pensais faire bien en mettant mes petits camions verts sur mon PowerPoint et en fait très mauvaise idée alors que pour le coup ça voulait dire aussi que j'avais cette image là des transporteurs routiers qui devenaient de plus en plus verts mais apparemment ça fonctionne pas donc je dois pas avoir le langage des routiers en tout cas voilà merci pour votre invitation et puis bon courage à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Allez, encore un partenaire. Vous avez été nombreux à aller voir ce matin une vidéo partenaire avec les mêmes questions que d'habitude. C'est Clésia qui s'y colle.
Échappée belle, c'est à la fois tout le principe d'une histoire, d'un plaisir, de plaisir passé et surtout dans notre belle profession du transport, un monde qui a toujours su se transformer et voir cette échappée belle qui nous tourne vers l'avenir avec tout le plaisir d'un nouveau chemin à parcourir tout en ayant un certain nombre de codes qui ont été acquis autour des 70 dernières années passées. Échappée belle façon Clésia, c'est là aussi d'être très clairement passé d'une logique administrative à une logique de service et de faire en sorte de passer d'être un acteur qui soit vraiment au service de la profession. Et à ce titre, depuis 3 ans, Clésia a beaucoup changé et j'espère que dans l'amélioration, nous aussi, de nos coûts, de notre qualité de service, de nos réponses téléphoniques, nous sommes à même aujourd'hui de nous satisfaire. Les raisons d'espérer, c'est que d'un côté, en tant que concitoyen, vous transportez de mieux en mieux mes marchandises, mais surtout pour moi et pour l'ensemble des équipes de Clésia, de mieux vous accompagner, d'accompagner vos salariés, de façon à ce que ces derniers soient toujours plus heureux, plus productifs et en meilleure santé demain.